le cadre de la situation en Haïti. Donc, le cochon était bien là, à la cérémonie du bois caïman. Et bon, il y avait certains rituels qui font que le cochon a été égorgé, que chaque participant a été obligé. Mais c'est dans le mythe. Mais c'était aussi pour consolider le pacte. C'est ça. C'était un pacte. Mais je veux dire que la présence du cochon n'invalide à aucun moment ce qui s'est passé. D'accord. Le cochon. À partir de là, à partir de la cérémonie du bois caïman, comment s'organise la révolte? La révolte, c'est autre chose. Toussaint Louverture va prendre tout en main. Il va organiser les esclaves d'un côté et de l'autre, parce que Toussaint Louverture a vécu aussi dans l'autre partie de l'île, dans la partie dite qui appartenait aux Espagnols. Il a vécu là et il a rayonné sur toute l'île. Et cet ancien esclave, Toussaint Louverture, un esclave, on peut dire, gâté, puisqu'il n'a jamais été battu. Ce n'était pas un esclave des plantations, c'était dit un esclave de maison. Eh bien, Toussaint Louverture, il a pu organiser tout le monde, y compris les Français qui étaient là, pour faire un pays. De sorte qu'en 12 ans, ce temps est passé de la condition d'esclave de maison à la situation de maître de Saint-Domingue. En 12 ans, Toussaint est devenu le maître du pays. Alors, il ne faut pas oublier que Toussaint était général de division de l'armée française. Avant d'organiser la révolte? Mais non, on va demander... C'est parce qu'il a pu tout organiser qu'il est devenu général de Napoléon. Et Napoléon a été bien ingrat vis-à-vis de lui en le faisant arrêter et en le tuant au fort de Joux. Donc Toussaint Louverture est devenu général à cause de ses faits d'armes. Nous sommes d'accord. Mais c'est une chose qu'il faudrait toujours, il faudrait s'en rappeler. C'est certainement le seul général de division noire de la France, n'est-ce pas? Alors, oui, est-ce qu'il y en a eu d'autres? la carrière de Toussaint, la carrière militaire et politique de Toussaint Louverture est extrêmement rapide. Hein, puisque, alors, on peut donner quelques dates. Hein, il rend, après le séjour qui a été évoqué tout à l'heure, dans la partie espagnole, hein, donc du côté du roi d'Espagne, il rentre dans la partie française au mois de mai 1794. C'est-à-dire quelques semaines, quelques mois après que la Convention ait voté l'abolition de l'esclavage à Paris. Abolition de l'esclavage votée à Paris après que l'esclavage ait été aboli à Saint-Domingue. Hein. Il ne faut jamais perdre de vue que le point de départ de l'abolition de l'esclavage est à Saint-Domingue. Le 29 août 1793, l'esclavage est aboli. Le vote à Paris est une légalisation de ce qui s'était fait de façon illégale, de façon spontanée, sur place. Toussaint Louverture rentre quand l'esclavage est aboli dans la colonie. Hein, et il devient à ce moment-là l'un des porte-paroles, l'un des meneurs de cette armée, hein, qui va lutter contre l'Angleterre, car l'Angleterre est en train d'envahir l'île, et c'est dans la guerre contre l'Angleterre qu'il va gagner ses galons, qu'il va devenir général, puis général de brigade, puis général en chef de la colonie, puis gouverneur de la colonie. Hein. Il est le dernier gouverneur de Saint-Domingue. Hein. Bon. Alors, la question est de savoir si Toussaint Louverture portait en lui, en quelque sorte, le projet d'une indépendance, ou s'il était simplement l'organisateur d'un quasi-État dans la colonie, mais sans rupture avec la France. Hein. C'est un débat qui reste ouvert jusqu'à aujourd'hui et qui ne sera jamais tranché, car Toussaint Louverture a été arrêté et déporté en France avant la dernière phase du processus qui conduira à l'indépendance. Quand Toussaint Louverture est arrêté, la colonie est française, lui est gouverneur de la colonie, vient d'être destitué par son arrestation, mais n'a pas, en quelque sorte, formulé le projet d'indépendance. Peut-être, peut-on rappeler, qu'il a créé toutes les conditions de l'indépendance. Toutes les conditions, c'est-à-dire il a créé une administration, une structure étatique, il a pris des décisions qui sont des décisions qui relèvent de la souveraineté, donc il n'a pas négocié avec la France quoi que ce soit. Alors je vais vous donner deux exemples. L'un, qui est quand même une décision audacieuse, on va dire, puisque en tant que gouverneur d'une colonie française, il a signé un traité de commerce avec les États-Unis. Donc en faisant fi de l'interdit absolu,
hein, qui était l'exclusif colonial, que le commerce de la colonie était exclusivement avec la métropole. Il a besoin de ravitaillement, il signe un traité avec les Américains. Donc ça, c'est un acte, en quelque sorte, un affront, là. Ah bah, très mal. Et la deuxième décision qu'il prend, que Jean Metellus a évoqué tout à l'heure, il rédige, ou il fait rédiger plus exactement, une constitution de la colonie qu'il promulgue tout simplement en juillet 1801 et qu'il envoie à Bonaparte à Paris en lui disant, ben voilà, nous avons rédigé une constitution et nous vous la soumettons pour approbation, sans plus. Donc une colonie qui signe un traité de commerce avec une puissance étrangère et qui rédige sa propre constitution, est-ce que c'est encore une colonie? Napoléon, enfin Bonaparte encore à ce moment-là, a répondu non, ce n'est pas une colonie. Il faut donc ramener à l'obéissance ce général qui se croit indépendant. Donc, il faut réduire l'obéissance, c'est-à-dire le casser, le détruire, l'envoyer en France et rétablir l'ordre français. Mais par rapport à cela, sa volonté d'indépendance est plutôt manifeste. Je suis à peine d'accord avec Dorigny quand il dit que le pays n'est pas indépendant. Le pays est indépendant, en fait, depuis que Toussaint a rédigé sa constitution. Les ambassadeurs américains qui sont en Haïti écrivent généralement à leur pays et également à l'Angleterre que l'indépendance d'Haïti, c'est quelque chose qui est pour bientôt. Car ils ont parlé, ils ont rencontré Toussaint Louverture, et de toute façon, si jamais la France fait un acte quelconque d'agression envers Toussaint Louverture, l'indépendance sera déclarée. De sorte que toutes les cartes sont là. Non seulement il a fait la Constitution, non seulement il a fait une administration, tout ce qu'il a fait tend vers une indépendance. Il ne l'a pas encore proclamé, il ne peut pas, il attend. Mais tout est donné et oui, je crois qu'il n'y a pas de désaccord entre nos deux propositions. Toussaint allait arriver à l'indépendance, on l'a arrêté. Et vous savez comment on l'a arrêté? Le grand Napoléon l'a fait prendre dans un guet-apens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... C'est plus une trahison, c'est comme aujourd'hui on parlerait de kidnapping. C'est le grand Napoléon s'est abaissé à faire un grand... Il l'a kidnappé. Oui. C'est comme ça que Toussaint est venu mourir au fort de Joux. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, justement, par rapport à ce que dit Marcel Dorigny, est-ce que ça allait être l'autonomie ou est-ce que c'est considéré comme une désobéissance? Est-ce que la France a considéré cet acte de faire une constitution, est-ce que c'est un acte d'autonomie ou un acte d'indépendance? Moi, je pense qu'il faut aussi le mettre en regard avec la volonté à l'époque de la France de rétablir l'esclavage. Puisqu'en 1802, l'esclavage va être rétabli en Guadeloupe. Donc, il y avait vraiment il n'y avait pas seulement la désobéissance d'un général, il y avait aussi cette volonté de ne pas broncher. Il n'y avait pas de négociation possible, puisque ce n'était pas possible de perdre une colonie, de perdre cette colonie, cette riche colonie. Le sujet qui vient d'être abordé là, évidemment, est un sujet immense. Hein. C'est la question du rétablissement de l'esclavage. Ben oui. Bon, l'esclavage a été aboli par la France sous la Révolution, donc en février 1994, on peut dire, hein, un peu contraint et forcé. S'il n'y avait pas eu la révolte de Saint-Domingue, une révolte qui est allée jusqu'à la victoire, conjuguée à l'invasion anglaise et espagnole, hein, probablement la Révolution n'aurait pas aboli l'esclavage. Car le projet des abolitionnistes, qui étaient nombreux, qui étaient puissants sous la Révolution, n'était pas l'abolition immédiate de l'esclavage, mais une abolition progressive, graduelle. Là, ils sont au pied du mur, et l'abolition de fait à Saint-Domingue devient une abolition de droit, après le décret, et étendue à toutes les colonies françaises, là où ce sera possible de l'appliquer. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que Napoléon, Bonaparte, hein, il faut l'appeler Bonaparte jusqu'au couronnement, a le projet initial de rétablir l'esclavage? C'est très controversé, puisqu'il va lui-même faire des déclarations très contradictoires, mais les déclarations publiques sont une chose, les actes sont une autre. Il faut rappeler que pour consolider l'abolition de l'esclavage, la Révolution avait introduit dans la Constitution la liberté générale. Donc il est impossible de rétablir l'esclavage dans les colonies, puisque la loi, désormais, est la même partout. Autrement dit, si on établit l'esclavage à Saint-Domingue ou en Guadeloupe, on peut avoir l'esclavage dans le Puy-de-Dôme ou dans le département de la Seine. Donc le droit est le même partout. Dès l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, on change la Constitution,
Et on introduit un article, qui sera celui d'ailleurs sur lequel Toussaint Louverture s'appuie pour faire sa constitution, de façon très habile, de façon très subversive, parce que cet article de la Constitution dit que désormais, les colonies sont régies par des lois particulières. Pour Bonaparte, les lois particulières, c'est des lois faites à Paris. Toussaint Louverture envoie une lettre à Bonaparte disant, voilà, vous avez prévu des lois particulières pour les colonies, et bien nous en avons fait une, je vous la propose. Donc c'est une inversion en quelque sorte du sens, de l'origine de la souveraineté. Il dit, nous avons fait des lois particulières, comme vous l'avez proposé, ben voilà, en voilà. Alors, est-ce que dans ces lois particulières pour les colonies, il y a le projet de rétablir l'esclavage? C'est probable, c'est pas sûr, mais cet article permet le rétablissement de l'esclavage. Donc la porte est ouverte. Après, il faudra que les conditions soient réunies pour rétablir l'esclavage. Et je voudrais rappeler quand même que cette décision, finalement, de rétablir l'esclavage, tout au moins de réunir les conditions permettant de rétablir l'esclavage, fait partie d'un projet global de Bonaparte et son entourage, de ceux qui viennent au pouvoir après 10 ans de révolution, dans le sillage de Bonaparte. Ces gens-là sont les gens qui viennent de l'Ancien Régime. Ce sont ceux qui ont administré les colonies sous l'Ancien Régime et qui n'ont pas perdu de vue la splendeur coloniale d'avant 89. Et il y a un rêve, le fantasme qui va poursuivre Napoléon, c'est de créer un empire américain. Napoléon a le rêve, le projet d'un grand empire colonial américain. C'est pour cela qu'il est particulièrement furieux quand Toussaint Louverture, ça a été évoqué tout à l'heure, un demi-mot, quand Toussaint Louverture décide tout seul d'occuper la partie espagnole de Saint-Domingue. Parce que la partie espagnole, qui juridiquement était française depuis 1995, n'avait jamais été occupée par les Français. Toussaint Louverture décide de l'occuper et d'abolir l'esclavage dans la partie espagnole. Pourquoi Bonaparte est fou furieux quand il apprend ça? Parce qu'à ce moment-là, il est en train de négocier secrètement avec l'Espagne la rétrocession de la Louisiane à la France. La Louisiane qui avait été française, qui avait été perdue à la fin de la guerre de 7 ans, qui était juridiquement espagnole, mais l'Espagne n'avait jamais pu l'occuper réellement, est rétrocédée à la France par une clause secrète d'un traité franco-espagnol de 1801. Et ce que craint Bonaparte, c'est que cette occupation de la partie espagnole torpille le projet de récupération de la Louisiane. Alors pourquoi Napoléon veut la Louisiane? Parce qu'il veut, à partir de Saint-Domingue, chasser l'Espagne du Mexique et créer ce qu'il a appelé une Méditerranée française dans le golfe du Mexique. Que l'ensemble devienne un protectorat français ou des colonies françaises. Nous n'arriverons pas ce soir en Haïti. Voilà. Parce que on n'est qu'à Saint-Domingue. On n'est qu'à Saint-Domingue. Oui, mais c'est justement c'est le dérapage, en quelque sorte, de l'échec de l'expédition militaire à Saint-Domingue que Napoléon comprend très vite. Après la mort de son beau-frère, après la mort de Leclerc, il a compris que l'affaire était perdue. Et c'est ce qui va d'ailleurs précipiter une décision qui n'était absolument pas prévue, c'est la vente de la Louisiane aux Américains. En mars 1803, Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis. D'un seul coup. Les États-Unis étaient venus à Paris pour négocier simplement l'accès d'un couloir à la mer, et on leur dit, ben non, écoutez, on vous vend tout. Parce qu'on a renoncé au projet. Parce qu'à ce moment-là, Saint-Domingue est en train de devenir Haïti, et à Paris, on a compris. Et l'affaire est terminée. D'accord. Donc l'indépendance a été proclamée en 1804, le 1er janvier 1804. Alors, comment s'est passé de la capture de Toussaint Louverture jusqu'à l'indépendance? Que s'est-il passé? Alors, donc Toussaint Louverture a été capturé sur un bateau qui s'appelle le Héros, d'ailleurs. Comment s'est passé ça? Comment s'est passé? Eh bien, c'est un entretien qui a été demandé sur le bateau. Et Toussaint Louverture pensait aller sur ce bateau-là pour répondre, pour discuter. Et le bateau, donc, est venu, c'était pour le kidnapper. Donc, est venu avec lui en France. Et il a été capturé et enfermé au fort de Joux. Où il est mort, le 7 avril 1803. Donc, il est mort quelques mois après sa capture. Un an, 2 mois. Mais malgré sa capture, la Révolution a quand même voilà, ça a continué. Ça a été repris donc, par Dessalines, qui a proclamé l'indépendance le 1er janvier 1804. D'accord.